Donc bonjour à tous et à toutes et merci donc à l'équipe qui s'est chargée de l'organisation de cet événement, que ce soit à l'ICOFOM, à l'Association des musées et établissements patrimoniaux et l'Université de Nouvelle-Calédonie. Donc pour compléter la présentation que Marion a faite et pour que celles et ceux qui ne me connaissent pas puissent comprendre depuis quelle perspective je parle aujourd'hui, mon travail de thèse, il s'inscrit dans le champ de l'anthropologie des savoirs, dans une perspective qui est décoloniale et dans une approche impliquée en fait de recherche-action au musée. Ceci étant dit, je suis pas du tout spécialiste des collections Rapa Nui ou même plus largement océaniennes, mais ce que je vais essayer d'apporter aujourd'hui, c'est une réflexion que j'ai développée dans le cadre donc, de mon travail de thèse, qui est fondée à la fois sur des observations de terrain, des entretiens que j'ai pu mener auprès du personnel du Muséum de Toulouse et également des données que j'ai pu recueillir moi-même au cours de mes propres visites, puisque donc j'ai travaillé quand même 5 ans comme médiatrice aussi au muséum pour financer ma thèse. Donc j'ai intitulé cette communication un peu longuement Mystères archéologiques, civilisationnels et environnementaux, comment décoloniser les imaginaires autour du patrimoine naturel et culturel de Rapa Nui. L'exemple de l'exposition L'île de Pâques, le nombril du monde, point d'interrogation, qui a eu lieu donc au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse en 2019 et 2020. Donc pour une rapide présentation, le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, il a un peu plus de 150 ans aujourd'hui. Il conserve environ 2,5 millions d'objets de collection qui sont principalement rattachés au domaine des sciences naturelles, mais il compte également autour de 6 000 artefacts culturels qui sont en provenance d'Asie, d'Amérique, d'Océanie et d'Afrique. Donc, je vais articuler mon propos en 3 temps. D'abord, je vais retracer donc l'origine de ce projet d'exposition, donc la collection qui est conservée au muséum, mais aussi l'imaginaire qu'elle véhicule. Je vais ensuite présenter la manière dont cette exposition déconstruit un certain nombre de représentations qui circulent sur l'île concernant à la fois son patrimoine culturel mais aussi le déboisement de l'île et son dépeuplement au XIXe siècle. Et enfin, je vais articuler ces enjeux à l'identité qui est revendiquée par le musée, qui est une identité de musée avant tout de sciences plus que de musée d'art. Donc, à l'origine de cette exposition, donc qui a ouvert le 30 juin 2019, il y a la valorisation d'une collection qui a été acquise en vente privée en 1981. Et cette collection, elle est constituée donc de 4 items. Alors d'abord, deux artefacts qui sont une pagaie cérémonielle à eau que vous voyez ici donc en photo sur la droite, qui a été ramenée par Julien Viau, plus connu sous son nom de Pierre Loti, sous son nom de plume, donc qui a voyagé vers l'île de Pâques à bord de la Flore en 1872 et donc qui a ramené cet objet et qui a également ramené un rei miro, donc ce pectoral que vous voyez ici à gauche. Donc j'entrerai pas dans les détails de leur usage et de leur symbolique puisque de toute façon je pense que dans la salle il y a certainement des personnes plus spécialistes que moi sur le sujet. En plus donc de ces deux artefacts, il y a également un manuscrit original de son journal de bord qui fait le récit donc de son séjour sur l'île. Et enfin, 2 dessins originaux de Pierre Loti, toujours, qui représentent sa cabine sur la Flore. Donc vous avez ici les deux dessins en question. Donc, pourquoi cette collection Pierre Loti à Toulouse? La ville de Toulouse, ce n'est pas Rochefort, il n'y a pas de lien particulier qui unit Pierre Loti à cette ville. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le muséum est avant tout un musée qui est dédié aux sciences naturelles. Alors en fait, cette acquisition, elle est due à Claudine Sudre, qui a été directrice du musée entre 1962 et 2000, et qui avait une affection particulière pour la figure de Pierre Loti en raison de son lien de parenté avec lui. Donc c'est un lien de parenté qui n'a jamais été précisé dans le détail, mais en tout cas, c'est à l'origine de la fascination que Pierre Loti exerçait sur elle. Et finalement, cette fascination, c'est ce qui explique l'acquisition par le musée donc de ces 4 items. Et donc, c'est finalement un critère là qui est bien peu scientifique et qui n'est pas non plus orienté par une politique interne d'acquisition
des collections, mais pour ce lien particulier personnel avec Pierre Loti. Et donc, dès 1981, dès l'acquisition, elle a souhaité valoriser cette collection par une exposition, mais ça n'a été chose faite qu'en 2019, alors qu'elle n'était plus de ce monde. Néanmoins, l'actuel directeur, dans ses discours d'ouverture ou dans les différents entretiens avec la presse, rattachait systématiquement l'origine de l'exposition à ce souhait de l'ancienne directrice et en évoquant cette histoire de parenté. Donc finalement, ça explique la place que tient Pierre Loti dans l'exposition, d'autant que c'est l'ensemble de cette collection, en dehors du Rei Miro, donc du pectoral, toute la collection du musée fut exposée dans un seul espace de l'exposition, qui était un espace intitulé Pierre Loti et les grands voyages à l'île de Pâques. Donc ces 2 dessins, notamment de la cabine, ont pris place parmi une série d'autres dessins qui ont été réalisés au cours de son voyage et qui ont été prêtés par différents musées. Et ces dessins étaient exposés dans une salle contiguë à la reconstitution de sa cabine sur la flore que vous voyez ici donc sur la diapositive. Donc cette reconstitution, je peux repasser le dessin si vous voyez, ça a demandé un grand travail d'étude donc du dessin, mais aussi de son récit pour identifier les objets. Et puis pour donc la reconstituer, ça s'est fait en partenariat avec les Compagnons du Devoir qui ont donc réalisé les 3 meubles, la console, le bureau et l'armoire. Et puis, ça a mobilisé aussi grandement l'équipe des préparateurs et préparatrices du muséum en interne pour réaliser les différents moulages, enfin facsimilés plutôt, des différents objets qui sont ici donc accrochés aux différentes parois. Et donc, le manuscrit originel, lui, il a été exposé, donc vous le voyez sur cette vitrine qui est sur le bureau. Donc, le manuscrit originel. Et puis, au-dessus du lit, la fameuse pagaie AO, qui est ici pas du tout un facsimilé, mais le bien de la collection qui a été réintégré à la place qu'il avait dans la cabine de Pierre Loti. Donc, cet imaginaire lié à Pierre Loti s'inscrit plus globalement aussi dans un imaginaire occidental autour des grandes expéditions. Je le rappelais, cet espace s'appelle Pierre Loti et les grands voyages à l'île de Pâques. Alors, il faisait tout de même suite à une salle qui abordait bien sûr aussi le peuplement, l'histoire du peuplement austronésien. Mais il n'en reste pas moins que ces grandes expéditions vers l'île de Pâques ont été traitées dans un espace spécifique. Il y avait donc une frise chronologique qui retraçait la première découverte européenne de l'île par Jacob Roggeveen en 1722 et qui illustrait la diversité des expéditions qui ont eu lieu, qu'elles soient exploratoires, militaires ou scientifiques. Et parmi ces missions, il y en a certaines donc, qui étaient mentionnées dans le reste de l'exposition, notamment dans la salle suivante, qui était la salle principale, intitulée Des Titans et des Hommes, et dans laquelle la majorité des biens culturels prêtés par les autres musées étaient présentés. Et il y avait notamment donc l'évocation de la mission scientifique Métro la Vacherie, qui avait été commanditée à la fois par les musées de Bruxelles et musée de l'Homme à Paris. Dans cet espace, il y avait donc deux moaïs qui ont été ramenés en Europe et qui étaient exposés. Donc l'un était un original prêté par les musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles, et le second, c'est un moulage que vous voyez ici sur la photo à droite, un moulage qui appartient au Muséum de Toulouse et qui est une réplique du moaï qui était conservé au musée de l'Homme, qui est aujourd'hui conservé au musée du Quai Branly Jacques Chirac, et qui a été réalisé en 1990 et qui d'ordinaire est présenté sur la terrasse du restaurant dans le musée, et ce restaurant qui porte d'ailleurs son nom, qui s'appelle le Moaï. Donc voilà pour la mission Métro la Vacherie, donc une mission à caractère scientifique, mais les missions militaires étaient aussi évoquées, donc pas seulement à travers celle de Julien Viaud, Pierre Loti, mais aussi par l'expédition militaire de la Royal Navy britannique, qui est celle qui a ramené donc en 1869 le fameux Moai Oa Akananaya, qui est conservé aujourd'hui au British Museum. Et il y a donc une réplique de ce moai qui a été donc présenté dans l'exposition.
Donc finalement, le titre de l'exposition, il fait à la fois référence à une dénomination occidentale, l'île de Pâques, et aussi à une traduction plus poétique que rigoureuse de son nom vernaculaire, qui était plutôt Tefenua, enfin le premier nom originel donné par les Rapanouis, et qui a été donc traduite poétiquement par le nombril du monde. Donc ces éléments laissent présager une place importante dévolue à l'imaginaire occidental autour de cette île. Mais finalement, il y a aussi un seul symbole à la fin de ce titre d'exposition, le point d'interrogation final, qui implique, enfin qui témoigne déjà d'une perspective qui va basculer vers la remise en question. Et finalement, tout cet imaginaire autour de l'île de Rapa Nui dont j'ai parlé relève surtout d'une stratégie en fait destinée à attirer le public, mais à déconstruire ensuite un certain nombre de pseudo-mystères autour de l'île de Pâques. Donc parmi ces pseudo-mystères, bien sûr, les moaïs, donc ces représentations humaines. Et la première salle de l'exposition, qui s'appelait la Chambre des illusions, mettait justement en scène l'obsession occidentale pour les moaïs en pierre, à grand renfort d'éléments de pop culture, que ce soit des BD ou des extraits de bande dessinée. Donc c'était une salle qui permettait de présenter aussi les différentes théories qui ont été émises sur le soi-disant mystère autour de leur construction. Et donc finalement, cette salle, sur le fond comme sur la forme, dans son discours et dans sa scénographie, elle permettait de commencer à disqualifier cette aura mystérieuse autour de l'île de Pâques. Donc par la suite, dans l'espace où étaient présentés les trois moaïs finalement dont j'ai parlé, que ce soit des répliques ou des originaux, la présentation de ces moaïs s'accompagnait aussi de dessins qui illustraient l'actualité des connaissances issues des fouilles archéologiques menées sur l'île. Ce sont donc quelques dessins que je vous ai reproduits ici à droite. Et par la suite, dans le reste de la salle, le public découvrait aussi avec surprise la diversité des autres biens culturels provenant de l'île, et notamment les célèbres moaïs, enfin les pas si célèbres peut-être à notre échelle restreinte, dans notre auditoire restreint, mais les moaïs de bois étaient en fait la plupart du temps inconnus du grand public et permettaient de relativiser l'idée que les moaïs de pierre constituaient les seuls éléments patrimoniaux de l'île. Donc voilà un premier point autour des moaïs, mais Muséum d'histoire naturelle oblige, l'exposition abordait également le mystère du déboisement de l'île, avec donc déjà elle précisait en fait quel pouvait être l'aspect originel de la flore de l'île avant sa colonisation par l'homme. Donc c'est un dessin que je vous ai reproduit ici sur le diaporama. Et à côté de ce dessin étaient présentés dans l'exposition des spécimens de graines de la variété Sophora Toromiro, qui est une variété botanique donc endémique de l'île. Le bois de Toromiro fait partie donc du patrimoine botanique, mais il était aussi investi de fortes valeurs symboliques par la population Rapa Nui, et c'est pour ça qu'il était aussi utilisé pour réaliser un certain nombre d'artefacts liés à la vie cérémonielle de l'île. Et donc cette variété, cet arbre a disparu de l'île en même temps que la forêt, et c'est aujourd'hui une variété qui est impossible à réimplanter. Donc il y a ce focus qui a été mis sur le Toromiro, et puis de manière plus large, un éclairage sur les différents facteurs liés à la déforestation, enfin les différents facteurs de la déforestation qui étaient liés donc à la colonisation de l'île par l'homme. Donc le nécessaire déboisement pour installer des villages, l'abattage aussi du bois pour la construction, mais ça mettait aussi en avant le rôle de certaines espèces animales qui ont été introduites par l'homme, qui ne sont pas endémiques de l'île, comme le rat, et qui, donc le rat sans prédateur, a proliféré et a pu se nourrir, entre autres, de graines donc de différentes espèces, et limitant ainsi le renouveau du couvert forestier sur l'île.
Enfin, un dernier facteur qui était mentionné dans l'exposition, c'était l'explication d'un phénomène climatique qui s'appelle la Niña, qui se traduit notamment par des températures anormalement basses, qui se traduit aussi par un manque important de pluie, donc une sécheresse importante. Et ce phénomène climatique, entre la fin du XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, il a une fréquence qui s'est accrue et notamment 3 périodes qui ont eu des durées anormalement longues et qui expliquent également en partie le déboisement de l'île. Enfin, un dernier point, dernier pseudo-mystère que l'exposition s'est efforcée de déconstruire, c'est celui autour de l'effondrement civilisationnel, donc qui a été notamment mis en lumière par Jared Diamond. Et là, ça a été beaucoup plus difficile en fait de venir déconstruire un raisonnement qui, si je le résume grossièrement, tenait en ceci: le déboisement de l'île par la population Rapanui a provoqué une famine qui elle-même a provoqué des conflits qui ont conduit à une guerre civile et à la disparition de la civilisation. Donc ça a été tout un travail assez fastidieux dans l'exposition et même aussi en dehors dans le cycle de conférences qui était organisé au musée, que de venir expliquer que les moailles que l'on retrouve au sol n'ont pas été violemment couchés dans le cadre de conflits, mais que ça correspond à l'abandon d'un culte pour le renouveau d'un nouveau culte, en fait, l'essor d'un nouveau culte lié à une divinité unique, et que ça traduit plutôt un changement culturel qui s'est opéré dans l'île. Et puis surtout, il y a eu le nécessaire éclirage de l'histoire de la colonisation occidentale qui explique bien plus plausiblement l'effondrement démographique de l'île, avec des populations qui ont été décimées par l'introduction de maladies exogènes, mais aussi qui ont été déportées massivement, et qui fait qu'en quelques années, la population est passée de plusieurs milliers d'habitants à une petite centaine. Et je vois que le temps file, donc je vais accélérer pour ma dernière partie. Juste en conclusion pour ce deuxième point, la mise en scène donc de ces différents mythes et mystères autour de l'île participe donc d'une stratégie qui était destinée à attirer des visiteurs à partir d'un imaginaire qui était attendu, pour ensuite venir les déconstruire. C'est ce que donc j'évoquais dans le titre avec l'idée d'une décolonisation des imaginaires. Et cet éclairage interdisciplinaire, il est caractéristique de l'identité revendiquée par le musée, qui se présente avant tout comme un musée de sciences par opposition au musée d'art. Et même si un certain nombre de muséums d'histoire naturelle en France se sont largement ouverts aux sciences humaines et sociales, à Toulouse, la métropole développe en fait autour du muséum et de la faculté de médecine qui lui est adjacente un quartier des sciences qui fait, et tout ça s'intègre dans une direction de la culture scientifique, technique et industrielle, qui met aussi, par exemple, en avant le patrimoine industriel lié à l'aéronautique et à l'aérospatiale dans la ville. Donc une coloration scientifique qui est très liée plutôt aux sciences naturelles ou aux sciences de la matière, à ce qu'on va appeler les sciences dites exactes. Donc de fait, les expositions à caractère culturel sont plutôt rares au musée, enfin elles sont loin d'être majoritaires, et lorsqu'elles existent, elles s'inscrivent systématiquement dans un regard interdisciplinaire qui les mêle aux sciences aux sciences dites exactes. Donc dans ce cas-là, par exemple, il y a un commissariat scientifique qui témoignait de ces regards croisés, à la fois dans le domaine patrimonial, archéologue, ethnologue, anthropologue, mais aussi donc des spécialistes qui donnaient un éclairage sur la climatologie, la foresterie, la botanique ou même encore la linguistique, s'agissant par exemple de l'écriture rongo-rongo. Et donc cet éclairage pluridisciplinaire, il s'inscrit dans une posture engagée de la part du musée, qui revendique le développement d'une éco-citoyenneté critique dans son projet scientifique et culturel, qui est paru en 2020. Donc là, je vous ai mis un extrait une citation en fait qui est celle d'où j'ai tiré ce terme d'éco-citoyenneté critique. Donc je vais prendre le temps quand même de la lire.
La montée des préoccupations sociales et politiques qu'engendrent les questions environnementales et leur écho dans les disciplines de sciences humaines et sociales impose au muséum de s'en saisir de manière spécifique, assumée et engagée dans l'offre qu'il propose au public. L'un de ces engagements est de participer à la construction d'une éco-citoyenneté critique. Pour cela, le muséum s'engage à favoriser la compréhension avertie de l'imbrication des questions de science et de société, et plus spécifiquement encore, à faire apprécier avec distance et critique le rôle des savoirs scientifiques dans le débat public. Donc on le voit ici, un musée qui développe une réflexion importante sur le rôle social qu'il peut avoir dans l'éclairage de thématiques en résonance donc avec des enjeux environnementaux et également sociétaux. Seulement, dans cette perspective interdisciplinaire et engagée, finalement, qu'en est-il de la place accordée à l'expertise des Rapa Nui eux-mêmes? Y a-t-il notamment des voix autochtones qui se sont faites entendre dans l'exposition? Eh bien, en fait, faiblement. À l'occasion de l'exposition, il y a 16 entretiens filmés qui ont été réalisés auprès de membres de la communauté Rapa Nui, et 6 de ces entretiens ont été présentés dans l'exposition. Donc, ce sont des témoignages qui participent d'une certaine manière à la décolonisation des imaginaires, puisque pour un public européen, beaucoup en fait étaient étonnés d'apprendre que finalement l'île comptait des habitants à l'année. Mais cette décolonisation des imaginaires, elle n'induit pas une décolonisation du musée. Et notamment parce que ces voix n'étaient pas intégrées dans l'ensemble de l'exposition, mais elles étaient présentées plutôt en fin de parcours, dans un dispositif scénographique qui ne permettait en plus pas vraiment de prendre le temps de les écouter. Et les modalités de réalisation des entretiens ne correspondaient pas non plus à un travail socio-anthropologique qui s'est inscrit dans la durée. Il s'agissait d'une commande très spécifique du musée qui a été faite au moment de la conception de l'exposition et avec un cahier des charges qui était très précis et très contraignant, avec, vous le voyez, ce fond noir, puisque là c'est une capture d'écran que vous voyez d'un de ces entretiens que vous voyez sur le diaporama, un fond noir et puis une demande de ne pas véritablement bouger pour que tout ça soit présenté sur des panneaux extrêmes, des écrans extrêmement fins, à la façon un peu de mat totémique. Donc finalement, ce fond noir venait aussi, et ce manque de mouvement, limiter, décontextualiser de toute façon les propos, et il venait donc servir seulement en fin d'exposition quelques voix, mais qui n'étaient pas corrélées donc à l'ensemble du propos du musée. Cette commande, elle a été confiée à Hélène Guillot, qui est ethno-archéologue. Il me semble que vous l'entendrez demain sur un autre sujet. Et Hélène Guillot témoigne dans un des ouvrages qui est associé à l'exposition de la méfiance de certaines personnes qui se demandaient à juste titre, et là je cite le témoignage dont elle parle dans l'ouvrage: « Que va-t-on faire de ma parole là-bas? Comment notre image va-t-elle être utilisée et mise en scène ?» Et l'introduction de ces quelques entretiens en fin d'exposition ne peut pas suffire à faire valoir pour le musée une dimension participative, collaborative ou inclusive, qui sont des éléments de langage bien trop souvent utilisés par les musées occidentaux pour s'afficher en musée décolonial. Donc en conclusion, et pour revenir sur le sujet en fait de ce colloque qui nous occupe, cette exposition a-t-elle apporté une visibilité au patrimoine Rapa Nui dans la ville de Toulouse? Oui, puisqu'il y a eu une exposition d'un certain nombre de biens qui ont été rassemblés et présentés aux visiteurs. A-t-elle participé à l'attractivité de ce patrimoine Rapa? Oui, il me semble que en renversant la focale de l'imaginaire autour de l'île de Pâques pour aller vers un intérêt pour l'histoire de l'île Rapa Nui, ça va également dans ce sens-là. Néanmoins, apporter de la visibilité et de l'attractivité à un patrimoine lointain et méconnu, sans inclure les voix des populations qui l'ont produite et qui sont les populations qui ne cessent de redéfinir ce qui pour elles fait patrimoine, c'est bien sûr insuffisant, et les musées doivent développer de véritables collaborations qui vont s'inscrire dans la durée et exercer une vigilance irréprochable dans l'utilisation qu'il fait des récits et des images qui lui sont confiées.
Et à ce titre, d'autres projets existent au Muséum de Toulouse depuis 2010 et sont assez innovants et beaucoup plus en phase avec cet impératif de décolonisation du musée. C'est le cas de projets autour des collections d'Amazonie brésilienne ou plus récemment autour des collections en provenance du Bénin. Néanmoins, les moyens humains, techniques et financiers restent limités et ils ne permettent pas de mettre en œuvre de manière systématique ce genre de démarche sur l'ensemble des collections. Le Muséum de Toulouse reste, cela dit, largement ouvert à toute personne désireuse d'apporter sa contribution à l'état actuel des connaissances sur les biens culturels qu'il conserve. Et en ce qui concerne les collections océaniennes, je vous renvoie donc à un article que nous avons coécrit avec Sylviane Bonvin-Pochstein, qui est chargée de collection au muséum, et Lanne Granier, qui était masterante en histoire de l'art, qui est paru dans le journal de la Société des océanistes numéro 152 et qu'on a conclu justement par un appel à étendre les projets collaboratifs en lien avec le fonds océanien. J'ai été très longue, j'en suis désolée. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse me dire s'il y a des questions. Merci Magali. Pardon, je viens de voir les messages justement qui m'incitaient à conclure. Merci Magali pour ta présentation qui montre aussi toutes les difficultés de mener des recherches collaboratives. Est-ce qu'il y a une ou peut-être deux questions dans la salle avant qu'on ne passe à la présentation suivante ? Je vais juste faire une petite remarque concernant l'inventaire du patrimoine kanak dispersé et la base de données en ligne. Le Muséum de Toulouse a été parmi les premiers à nous donner les autorisations nécessaires pour mettre en ligne justement sur la base les collections kanak qui sont actuellement conservées au muséum et elles sont disponibles en ligne. Donc voilà, il y a 128 notices qui sont en ligne. Merci pour cette précision, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Ah, ça y est. Qui veut commencer ? Je vais être court, après je passerai à Emmanuel. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai eu le plaisir et la chance de visiter la maison Pierre Loti à Rochefort. Est-ce que vous avez dressé, par rapport à votre projet que vous décrivez, un lien après technique, itinérant avec la ville de Rochefort ? Je suis désolée, il y a des soucis un peu audio avec certains micros. Enfin, donc j'ai entendu que vous parliez de Pierre Loti à Rochefort, c'est ça ? Oui, mais j'ai pas bien compris. Voilà, sur votre projet que vous avez décrit aujourd'hui, est-ce que vous avez imaginé ou concrétisé quelque chose avec la ville de Rochefort pour la maison Pierre Loti, pour un projet itinérant par exemple ? Alors, cette exposition sur l'île de Pâques, le nombril du monde, point d'interrogation, a d'abord voyagé à La Rochelle et par la suite, l'ensemble du dispositif de reconstitution de la cabine de Pierre Loti a normalement intégré la maison Pierre Loti à Rochefort, justement. En fait, Claude Stéphanie, qui est directeur des musées de la ville de Rochefort, faisait partie du commissariat scientifique de l'exposition et donc, bien sûr, il y a eu donc un certain nombre de prêts de Rochefort et de La Rochelle pour cette exposition. Et donc, il y a finalement une suite qui est donnée à une partie du dispositif scénographique dans l'actuelle maison Pierre Loti. Merci de la présentation. C'était juste une remarque sur les termes. C'est une remarque par rapport aux problématiques que ce type d'exposition pose en termes de représentation. Parce que Pardon, j'entends très très mal. Est-ce que je ne sais pas si c'est que vous tenez le micro un peu loin ou pas, mais là j'entends encore moins. Comme ça, vous m'entendez ? Là, c'est bon ? Allô ?
Non, c'est juste pour le... Enfin, je disais que c'est le terme décolonisation. Et ça s'adresse à qui... En fait, la question, c'est à qui on s'adresse quand on fait ce type d'exposition. Parce qu'on a bien compris la problématique entre les sciences dures et les sciences sociales. Et la problématique de Rapa Nui à Toulouse, c'est pas le même sens qu'une problématique en Polynésie ou même dans le Pacifique ou en Amérique du Sud, je sais pas moi, au Chili ou au Pérou. C'est juste une remarque que je fais sur le fond de la terminologie employée. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. J'ai cru comprendre que la question portait sur à qui s'adressait ce genre d'exposition, entre la question à la fois d'un regard interdisciplinaire sur le patrimoine naturel et culturel, et aussi sur la question du fait que c'est un patrimoine lointain et qu'on ne parle forcément pas de la même manière de Rapa Nui en France hexagonale que directement si c'était sur à Rapa Nui. C'est ça la question? Oui, est-ce que tu m'entends comme ça? Oui, là j'entends un peu mieux. Louis Lagarde est en train de faire de t'envoyer dans le chat la remarque qui était posée par Emmanuel Chibaou autour effectivement de la question à qui s'adresse l'exposition et les différents publics et les différents territoires dans lesquels une exposition de cette sorte peut avoir lieu, que ce soit en Amérique du Sud, au Chili, au Pérou, en Polynésie ou en Europe, et les problématiques spécifiques que ça peut poser par rapport au terme de décolonisation. C'était plus une remarque autour de ce terme décolonisation. Si je retranscris... Alors, moi, c'est vrai que entre musée décolonial, musée postcolonial, musée anticolonial ou post-musée, sur la terminologie, je ne suis moi-même pas entièrement satisfaite de connaître les différentes nuances. Ce qui m'intéresse plus, c'est d'un point de vue pratique, comment les musées cherchent, les musées en tout cas occidentaux, qui ont des collections qui sont liées à un contexte culturel autre, sortent de la question d'un patrimoine qu'ils ont participé à figer dans une dimension, sans profondeur historique, ou enserré dans un concept qui est par exemple celui d'ethnie. Donc là, ce qui est intéressant, l'impératif en fait qu'on entend de plus en plus de décoloniser les musées, pour moi, il est multiple. Et dans cette présentation, pour moi, ce qui était important de montrer, c'est comment l'idée de venir déconstruire l'imaginaire européen qu'il a pu y avoir sur les îles du Pacifique, mais pas seulement. C'est une étape, mais c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant. Ce qui est nécessaire, c'est aussi de venir ajouter les perspectives des communautés qui sont en fait les héritières des personnes qui ont réalisé ces objets et qui vont avoir une autre catégorie d'expertise. Après, il y a aussi la question, bien sûr, du rapport à l'histoire coloniale du pays. Et effectivement, dans ce sens, je ne vais pas développer, mais ce qui a été fait autour des collections du Bénin, alors qu'il y a eu un contexte de colonisation française pendant des années, ça demande un travail de concertation peut-être encore plus soutenu que ce qui a pu être fait avec d'autres communautés. Je pense notamment à l'Amazonie brésilienne, où là, le travail du muséum a été un peu plus simplifié. Je ne sais pas si ça répond entièrement du coup à la question ou pas.